Bienvenue dans ESS On Air, l'émission de Mediatico qui décrypte l'actualité du point de vue de l'économie sociale et solidaire. Et aujourd'hui, une émission spéciale consacrée au matrimoine de l'économie sociale et solidaire, parce que le patrimoine, c'est un peu trop patriarcal, et puis parce que ce magnifique ouvrage vient de sortir, à offrir à Noël, bien sûr. Alors, qui sont les femmes qui ont façonné l'économie sociale et solidaire ? Pourquoi sont-elles restées si longtemps invisibles et qui a décidé de les mettre dans la lumière ? Eh bien, on en parle aujourd'hui avec deux invités qui sont essentiels dans ce combat. Scarlett Wilson-Courvoisier, bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, vous signez cet ouvrage qui représente 40 ans de votre vie, 40 ans d'engagement professionnel et bénévole pour la réhabilitation des femmes de l'économie sociale et solidaire. Et puis, nous sommes avec Elisa Brallet. Bonjour Elisa. Bonjour. Alors Elisa, vous êtes membre du Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire. Vous êtes ancienne présidente de sa commission égalité femmes-hommes et vous avez bien sûr accueilli à bras ouverts ce projet de Scarlett. Première question pour vous, Scarlett. Dites-nous d'abord pourquoi 99 femmes dans cet ouvrage. Pourquoi 99 ? Et pourquoi vous avez décidé de commencer en 1830 ? Alors, premièrement, pourquoi 99 ? Alors peut-être dans ma tête, il s'agissait d'un numéro d'urgence, puisqu'aux États-Unis, le 999 était autrefois un numéro d'appel au secours et d'urgence. Bon, beaucoup plus sérieusement, j'ai commencé par chercher les femmes qui pouvaient être dans ce matrimoine et le hasard a fait que je suis arrivée à 99. À part ça, il n'y a aucune intention. C'est le hasard. Mais c'est aussi peut-être une porte ouverte à ce que quelqu'un, un jour, prenne la suite de votre ouvrage et aille jusqu'à 199, 299. 1999. Les portes sont ouvertes. Je l'espère. Et alors, pourquoi 1830 ? Pourquoi 1830 ? Parce que... Jusqu'à 1999. Et pourquoi 1999 ? Alors, pourquoi 1830 ? Parce que, outre le fait qu'il y a eu une petite révolution en 1830, c'est aussi la date de parution d'un ouvrage qui emploie le mot économie sociale pour la première fois, c'est-à-dire le livre s'intitule « Traité d'économie sociale », écrit par un monsieur qui s'appelle Charles Dunoyer. Voilà. Et pourquoi 1830 également ? Parce que le courant de l'associationnisme utopique, Saint-Simon, Fourier, Cabet et compagnie, et à ce moment-là, commence comme à chaque révolution, il y a une floraison de courants de pensée philosophiques, économiques, et donc c'est normal que ça se développe à ce moment-là. Pourquoi 1999 ? Parce que c'est la parution de la loi constitutionnelle qui intègre l'égalité et la parité, surtout d'ailleurs la parité politique, en matière politique, des femmes et des hommes, pour les mandats électoraux. Voilà, donc je remontre l'ouvrage, 170 ans d'histoire des femmes de l'économie sociale et solidaire, le matrimoine. Avant d'entrer dans le détail de votre ouvrage, on va démarrer avec quelques questions d'actualité. Alors Scarlett, cet ouvrage s'appelle donc Le matrimoine, aux éditions Campus Ouvert, à offrir à Noël, je le rappelle. Vous rappelez dans le préambule que pour des millions de femmes dans le monde, le droit d'exister aujourd'hui est encore un combat vital. En Afghanistan, en Iran, dans beaucoup de pays du monde. Quel lien est-ce que vous faites entre leur combat et le combat de votre ouvrage ? Eh bien, pour moi, c'est absolument évident. Alors, je pense qu'il faudrait construire, à l'image de l'échelle de Richter, une échelle qui mesure l'ampleur et l'intensité de la non-prise en compte des femmes ou de la cruauté. Et cela renvoie à des questions, évidemment, de régime politique qui, aujourd'hui, prospèrent, et particulièrement en Afghanistan et en Iran. Alors, si je fais
très court. C'est à partir de 2021 que les talibans sont arrivés en Afghanistan. Et alors, qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qu'on voit? Interdiction aux femmes employées par le gouvernement de venir travailler. Dissolution du ministère des Affaires de la femme, remplacé par le ministère de la promotion de la vertu et de la prévention du vice. Après 2021, toujours interdiction aux femmes de voyager quand elles ne sont pas accompagnées d'un homme, etc., etc. Donc, elles sont tuées, elles sont laminées, elles ne peuvent pas vivre normalement. Et alors, évidemment, c'est pour ça que je parlais d'échelle de Richter, c'est-à-dire que nous, dans nos pays, nous n'en sommes plus là. Heureusement. Heureusement, mais il ne faut pas croire que les acquis sont définitivement acquis, puisqu'on a vu qu'aux États-Unis, la Cour suprême revenait sur le droit à l'IVG et que dans bon nombre de pays, vu les populismes, les autoritarismes des régimes et la folie de certains leaders, on peut revenir à ces périodes. Donc, vigilance. Élisa Braley, est-ce que vous pouvez nous dire, quand on regarde la somme que constitue cet ouvrage et le fait de redonner une visibilité aux figures de ces femmes, en quoi est-ce que ça change la manière dont on pense l'avenir du mouvement de l'économie sociale et solidaire ? Alors en effet, 200 ans d'histoire de femmes pionnières de l'ESS, c'est assez énorme pour pouvoir regarder à la fois le passé et s'en nourrir pour penser le présent et l'avenir de l'économie sociale et solidaire. Donc je pense que l'économie sociale et solidaire avait besoin d'avoir cet ouvrage, mais aussi besoin d'avoir en tête toutes ces femmes qui se sont mobilisées et qui vont nourrir la mobilisation actuelle, pas seulement dans la mise en visibilité de rôle modèle et la prise de responsabilité, mais surtout pour montrer aussi toute la capacité créative des modes d'entreprendre, des modes d'intervention et des résistances aussi portées par ces femmes face au fatalisme ou à l'obscurantisme qu'on va retrouver aujourd'hui. Donc pour moi, c'est cette diversité des combats qui fait sens pour l'économie sociale et solidaire aujourd'hui, alors qu'elle est d'ailleurs actuellement bien mise à mal par des politiques budgétaires qui sont, je dirais, asymétriquement inversées avec ces apports. Et que ce travail, c'est aussi une mine d'informations, une richesse pour se redonner peut-être des combats qui revigorent dans ces temps plus moroses et avoir des exemples de militantisme qu'il faut pousser pour arriver aujourd'hui à positionner l'économie sociale et solidaire encore plus dans ce qu'elle peut apporter à la société. Vous parlez des politiques budgétaires actuelles. On est en plein dans l'actu aujourd'hui. Expliquez-nous pourquoi, parce qu'on ne s'en rend pas forcément compte. Oui, on est en plein dans l'actualité aujourd'hui avec notamment la définition du projet de loi de finances et du projet de loi de finances de sécurité sociale pour 2026 et que l'économie sociale et solidaire, elle est liée aussi à l'ensemble de ses finances publiques, pas parce qu'elle est plus particulièrement accompagnée que d'autres entreprises, puisqu'on voit bien que l'ensemble de l'économie est accompagnée aujourd'hui par la puissance publique, mais parce que surtout elle répond à des politiques publiques sur lesquelles il y a des enjeux dits essentiels de prise en charge de l'autonomie, des personnes âgées, de la petite enfance. Le planning familial. Etc. Et en effet, donc on s'aperçoit dans ces budgets, hélas, qui sont toujours pour le moment en négociation, mais qu'il y a énormément de coupes budgétaires en direction des secteurs largement occupés par l'économie sociale et solidaire, et d'ailleurs largement occupés aussi par des femmes qui vont se retrouver dans des situations de plus en plus précaires alors qu'elles le sont déjà. Donc c'est vraiment un double tranchant et on a besoin un peu de ces rôles modèles, ces exemples de militantisme, de projets d'entrepreneuriat pour se dire, voilà, on a aussi des perspectives qu'on peut renouveler au sein de l'économie sociale et solidaire pour faire face à ces temps plus moroses. Message d'espoir. Quand vous répondez à mes questions, vous regardez de très près cet ouvrage, vous regardez les visages de ces femmes. Dites-nous, qu'est-ce que vous ressentez quand vous cherchez vos mots et vos idées pour me répondre? Qu'est-ce qu'elles vous inspirent, toutes ces femmes, tous ces visages, cette galerie, cette collection de visages des femmes?
Alors moi, j'ai été frappée par la diversité de ces portraits, de ces femmes. Donc elles m'inspirent énormément de choses, énormément de combats. Et également, je me dis que c'est un héritage incroyable de se dire aujourd'hui qu'on peut bénéficier de leurs combats et en même temps qu'il faut continuer à les mener, comme le disait à juste titre Scarlett. Donc c'est vraiment un élan d'enthousiasme, de dynamisme pour être à la hauteur de leurs engagements aujourd'hui aussi. Scarlett, il y a une préface dans votre ouvrage qui est signée par Jean-François Drapery, que connaissent bien les acteurs de l'économie sociale. Il affirme que votre livre répare une injustice, une omission. C'est le fait que l'économie sociale et solidaire n'a jamais vraiment reconnu celles qui ont bâti son histoire. Comment est-ce qu'on peut expliquer un tel angle mort ? Alors, premièrement, nous sommes dans une société qui reste malgré tout patriarcale. Alors pourquoi patriarcale ? Je suggère à ceux qui en douteraient de lire le Code civil de 1804 de Napoléon et vous verrez que là, les femmes n'existent pas. On les infériorise, on les diminue, on les dénigre, elles sont procréatrices, point. Donc, toute la société est imprégnée, sans compter, évidemment, l'emprise à l'époque de l'Église catholique. Donc, si on regarde pour l'économie sociale, eh bien, il n'y a pas de raison pour que les dirigeants de l'économie sociale soient différents, puisqu'ils sont intégrés dans cette société. Et ce sont souvent des hommes. Les dirigeants sont masculins. Voilà. Et j'aurais espéré qu'ils soient plus réformistes, sinon un peu plus révolutionnaires qu'ils ne sont. Dans les périodes précédentes. Et comment, puisqu'ils prônent sans cesse l'égalité, la solidarité, la prise en compte de l'autre, donc bien sûr, cet espoir, on l'entend. Alors nous sommes devant un paradoxe qu'il faut peut-être leur expliquer, ou je ne sais quoi, ou qu'ils ne veulent pas voir. Mais en tout cas, effectivement, ils ont, au niveau de leurs valeurs fondamentales, ils l'affirment, ils le réaffirment dans les discours, ils sont pour la liberté, l'égalité, la fraternité. En fait, que ce soit hier la République, les premières républiques, comme aujourd'hui la République de l'ESS, on a oublié l'empreinte et l'emprise de l'homme universel qui a été créé au fil des siècles. Et cet homme universel représente tout le monde, y compris les femmes. Et comme les femmes passent leur temps tels des Sisyphes, moi j'appelle les femmes les Sisyphes, telles des femmes à toujours remonter les obstacles, essayer de les contourner, essayer de les vaincre, etc. Évidemment, on arrive à cette situation jusqu'en 1999 où les choses n'étaient pas favorables du tout. Contrairement aux principes et au discours. Alors, il y a quand même un gap assez important entre les discours et l'action et les actes. C'est un impensé. C'est un impensé. C'est un impensé total, un non-sujet. On a vu lors des travaux qu'on a fait à la commission égalité femmes-hommes, on a entendu énormément de dirigeants, et c'est jamais prioritaire. C'est toujours le dossier problématique femme en dessous de la pile. Toujours. Merci pour cette réponse, Scarlett Wilson-Courvoisier. On va vous écouter nous présenter votre ouvrage, parce qu'on n'est pas encore entré dans le cœur de votre ouvrage. On va vous écouter dans notre séquence Le Pitch Express. Alors Scarlett, je l'ai dit, votre ouvrage y traverse 110 ans. 170 bien sûr, oui. 99 portraits de femmes qui ont fait l'économie sociale et solidaire, c'est une somme colossale. Si vous deviez le présenter en 90 secondes, comment est-ce que vous feriez ? Vous avez 90 secondes. Alors donc, c'est le premier matrimoine en ce qui concerne le secteur de l'économie sociale. Et je souhaite que cette idée se développe et soit concrétisée un petit peu partout. Bon, ceci étant dit,
C'est une tentative de croiser l'histoire des femmes vue sous l'approche des inégalités femmes-hommes avec l'histoire de l'économie sociale et solidaire. C'est la raison pour laquelle, dans le tome 1, on rentre par des chapitres qui sont contextuels, c'est-à-dire politique, économique, sociale, l'émergence de l'économie sociale que j'explique, et ensuite des portraits pour illustrer cette partie contextuelle. Idem pour le tome 2, on regarde la reconnaissance et les relations entre pouvoir public et économie sociale, puis solidaire. Voilà pour ces 90 secondes, mais nous avons à côté de vous Élisa Bralet. Vous aussi, vous avez droit à vos 90 secondes, mais je vais vous poser la question un peu différemment. Si vous deviez nous présenter Scarlett Wilson-Courvoisier en 90 secondes, qu'est-ce que vous nous diriez ? Alors, je vais essayer de me prêter au jeu, mais qui n'est pas simple, tellement le parcours est riche. Donc, je dirais peut-être conviction, engagement, détermination, créativité, une grande dame de l'économie sociale et solidaire depuis plus de 40 ans. Je pense qu'elle a pu accompagner la structuration des politiques publiques de l'économie sociale et solidaire pendant plus de 25 ans au sein de la délégation interministérielle à l'économie sociale. Une expertise d'ailleurs qu'elle nous retrace dans ce matrimoine sur l'histoire de l'économie sociale et solidaire croisée avec l'histoire de ces femmes. Mais j'ai envie de dire aussi qu'elle est experte des acteurs. Elle a travaillé au Crédit Mutuel Île-de-France, mais elle a aussi été administratrice d'une association d'aide à domicile, donc confrontée aux problématiques de développement et puis aussi à tous ces métiers principalement occupés par des femmes qui sont essentiels et dont elle peut témoigner. Une personne très pédagogue, je pourrais dire aussi, qui a pu enseigner pendant plus de 15 ans à la Sorbonne sur l'économie sociale et solidaire, et avec des personnes qu'on retrouve d'ailleurs aujourd'hui dans des administrations publiques ou dans des structures de l'économie sociale et solidaire. Et c'est cette pédagogie aussi qui ressort dans le matrimoine. Et peut-être pour finir, je dirais une femme de conviction, sur l'égalité femmes-hommes, puisqu'elle a participé pendant de longues années à cette commission égalité femmes-hommes du Conseil supérieur que j'ai pu présider, mais aussi à de nombreux combats, dont le matrimoine, comme vous l'avez dit, est l'aboutissement, je pense, de toute cette réflexion, cette longue réflexion et sa contribution, du coup, face à l'injustice faite aux femmes dans l'économie sociale et solidaire. Eh bien, nous avons 2 femmes de conviction devant nous aujourd'hui. Ça fait très plaisir. Alors après ces 2 plaidoyers, on va aller voir ce qu'il y a dans votre boîte à solutions. C'est le nom de notre prochaine séquence. Plus précisément, on va aller voir ce qu'il y a dans votre ouvrage. Alors, Scarlett Wilson-Courvoisier, dans cet ouvrage, vous racontez 99 trajectoires de femmes qui ont littéralement façonné l'économie sociale et solidaire dans les écoles maternelles, dans les métiers du social, dans les établissements spécialisés. Quelles sont les 3 femmes qui vous ont le plus marqué et que vous avez absolument envie de nous faire connaître ? Alors, je dirais, je ne me défausse pas, mais je dirais les femmes de 1848. Toutes les femmes de 1848. Vous allez nous dire toutes. Pourquoi, oui. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que d'abord, elles correspondent à la catégorie que j'ai créée qui s'appelle émancipatrice et moraliste, puisqu'elles lancent le combat contre cette inégalité invraisemblable, mais qui aujourd'hui n'existe presque plus, c'est-à-dire l'égalité en éducation, en enseignement, aussi bien général que professionnel. Dans cette première partie de votre ouvrage, vous parlez des émancipatrices, des communardes, des syndicalistes, des pionnières associationnistes. C'est vraiment difficile à prononcer. Oui, c'est très difficile. Oui, alors donc, à l'intérieur de ces catégories, je fais des sous-catégories, mais toutes ont lutté. Alors, comment pouvaient-elles lutter ? Elles ont lutté en prenant la parole. Elles ont lutté en écrivant. Et elles ont inventé une presse féminine. Elles ont écrit elles-mêmes des articles, par exemple, dans le journal La Voix des femmes, qui n'a pas duré très 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 longtemps. Mais elles l'ont fait. Mais qui a emmené l'envie d'autres femmes de créer des journaux. Et donc ça, elles revendiquaient dans ces
différents articles parus dans ces différents journaux, elle revendiquait déjà ce qui avait été réclamé dès 1989. 1789. 1789, oui, j'ai mal prononcé. Pardon. J'ai entendu 1900, mais c'est pas grave. Et donc, c'est la question de l'émancipation. L'émancipation, pas seulement par le droit de vote, mais l'émancipation par la connaissance, l'acquisition des connaissances, et par les formations. Et c'est ce que les femmes, les dernières, par exemple, vous prenez Jeannette Gros. Celles qui sont en voilà, couleur sur la couverture, Ruffin, à côté de Laurence Ruffin. Donc... Voilà, agricultrice, présidente de la mutualité sociale agricole. Elle a fait un travail d'enfer. Maria Novak, qui invente le microcrédit en France. L'Association pour le droit à l'initiative économique. Et puis, on peut citer Nicolas Lix, qui est la présidente de la COP des communs. Et puis, Laurence Ruffin, qui se lance en politique. Il y en a C'est 99, formidable. Il y en a 99 dans l'ouvrage. Donc voilà, il faut l'ouvrir. Alors, mais donc là, vous nous citez les femmes d'aujourd'hui. Vous nous avez dit que celles que vous préférez, ce sont les émancipatrices. Et puis, entre les deux, il y a cette séquence 1875-1945, la période des bienfaitrices, des sous-ministresses du Front populaire, comme vous les appelez, des pacifistes, des résistantes. Alors, sous-ministresses, c'est pas moi qui les appelle comme cela. C'est les journalistes et les parlementaires qui, pour se moquer d'elles, pour se gausser, les avaient nommées les sous-ministresses. Alors, à ce titre, vous avez la photo de Cécile Brunswick, mais vous avez aussi deux autres sous-ministresses et une chef de cabinet qui s'appelle Alice Jouen et qui a été une grande coopératrice. Le croisement entre l'histoire des femmes et l'histoire de l'ESS. Élisa Brallet, quand on regarde cet héritage, selon vous, quelle est la contribution, peut-être méconnue, mais la contribution la plus structurante que nous ont laissée ces pionnières ? Alors l'exercice n'est pas facile parce que les contributions sont vraiment énormes. Hein. Elles ont été militantes, dirigeantes, elles ont fondé des lieux de soins, des écoles, défendu des droits fondamentaux. Donc j'ai envie de dire, il y a énormément de contributions méconnues parfois qui sont là pour notamment faire face à l'oppression, au fatalisme et qu'elles ont pu porter. Peut-être que ce que je retiens, entre autres, parmi tous ces parcours, c'est leur capacité notamment à investir un champ qui est absolument essentiel aujourd'hui, à savoir l'éducation. Parce qu'elles étaient déjà pas seulement dans le présent, mais dans la construction de l'avenir et que par d'autres modes éducatifs, notamment, elles pourraient avancer, peut-être modeler une autre société. Et je prends l'exemple peut-être de Marie Moret, Marie-Adèle Moret, née en 1840, qui est pas spécifiquement connue, qui était dans l'ombre de Jean-Baptiste Gaudin au ministère de Guise et qui pourtant sur place, alors qu'elle avait été à 13 ans retirée du système scolaire pour devenir lingère, donc elle a fait 2 ans d'apprentissage en tant que lingère, heureusement après elle a pu arriver donc au ministère de Guise et elle a notamment porté toute une dynamique autour de pratiques éducatives innovantes, d'innovation pédagogique sur le principe d'une éducation plus moderne, bienveillante, favorisant la mixité, l'égalité filles-garçons, donc on est quand même dans les années 1870, et cultivant l'innovation pédagogique pour que les personnes soient en capacité plus tard d'être acteurs et actrices évidemment de leur parcours, mais également en capacité d'innover par la suite. Et pour moi, ça c'est extrêmement important, c'est un exemple parmi d'autres. Il y en a qui ont créé des écoles d'aides-soignantes, des écoles d'infirmières, qui ont créé des écoles journalistiques, etc. Mais cette éducation, c'était aussi la capacité pas seulement à renforcer leurs droits actuels,
vous voyez ce que je veux dire, mais à se projeter dans la société du futur et à essayer de la modeler aussi pour qu'elle corresponde à une société plus ouverte, plus inclusive, plus solidaire. Et ça, je trouve ça fascinant et qu'il faut continuer dans ce sens-là, où on voit bien que l'actualité n'investit pas toujours à hauteur de ce qu'il faut dans l'éducation, à la fois des enfants et des adultes aujourd'hui. Et si on prolonge la dynamique de l'éducation, il y a aussi l'émancipation, l'autonomisation des femmes vis-à-vis de leur mari, bien sûr, ou alors il y en a bien sûr qui sont restés célibataires, Totalement. et qui sont devenues scientifiques, Marie Curie, qui sont devenues directrices de journaux probablement, ou directrices d'entreprises, directrices de coopératives, notamment dans le secteur du textile, des supermarchés. Enfin voilà, il y a des histoires incroyables. Tout à fait. Je pense que c'était ça, la capacité à se projeter et à bâtir des parcours, d'autres modes d'entreprendre, et que cette brique de l'éducation, elles ont à la fois construit leur autonomie, leur indépendance, leur capacité à s'émanciper individuellement et collectivement, d'ailleurs, puisqu'elles sont beaucoup organisées entre elles dans ces différents combats aussi face à l'éducation, et en même temps préparer ces carrières, ces champs des possibles pour l'ensemble des femmes, et montrer que toutes les portes peuvent s'ouvrir derrière. Scarlett Wilson-Courvoisier, alors vous insistez sur le courage, sur la persévérance de ces femmes qui ont mené à la fois l'innovation sociale et le combat pour leurs droits. Qu'est-ce que ces parcours nous disent dans l'économie sociale et solidaire de la manière dont l'ESS se construit, souvent contre des rapports de domination ? Alors, comment l'économie sociale se construit au fil du temps ? C'est précisément l'objet des chapitres contextuels dont je vous ai parlé. Je dirais qu'elle se construit. Au départ, il y avait les origines, c'est-à-dire les confréries, les corporations, les communes, les monastères. Il y a donc une filiation, notamment le compagnonnage. Et ensuite, il y a eu les clubs, les sociétés populaires et les sociétés de secours mutuel, les sociétés d'entraide et de bienfaisance. Et ensuite, autour de ces métiers déjà et autour de ces combats, il y a au XIXe siècle une série de courants de pensée philosophique, économique, qui vont permettre à l'associationnisme polyvalent, polysémique, de se développer. Alors, il y a le courant libéral, il y a le courant utopique, il y a les leplésiens qui sont du côté des libéraux, et enfin les marxistes. Ensuite, elle se construit autour de statuts. Ça, c'est la fin du XIXe siècle. Il y a une montée en puissance de l'économie sociale, des associations ouvrières. On arrive aux coopératives grâce à une loi de 1867, puis une loi générale en 1947. Mais en même temps, il y a des lois particulières, comme pour les coopératives de consommation en Angleterre surtout, mais en France aussi, avec les coopératives de production. Vous avez une autre loi, c'est la loi du 1er avril 1898 sur la charte de la mutualité, qui est donc l'ancêtre construit de la mutualité française. Et enfin, évidemment, grâce à Waldeck-Rousseau, qui a fait la loi sur les syndicats, la loi sur la liberté de la presse, il y a la loi du 1er juillet 1901 pour les associations. Donc le législateur a créé ces lois. Mais ces lois ne font pas une loi d'économie sociale. Ce sont ça permet la reconnaissance et le développement en parallèle de chaque famille, comme on disait autrefois, et de chaque courant. Enfin, la construction se fait autour des fameuses valeurs républicaines, liberté, égalité, fraternité, et aussi dans le cadre des relations avec les gouvernements.
les différents gouvernements ou les pouvoirs en place. Parfois, ça a toujours été, je dirais, la même chose. C'est-à-dire, tantôt, les gouvernements, les pouvoirs en place trouvent très facile et intéressant d'avoir des corps intermédiaires et de les utiliser. Tantôt, c'est la haine totale, la répression, la fameuse loi de Le Chapelier sur tout ce qui est association. Et puis, donc, une tolérance, et tantôt, c'est la prohibition, la répression, etc. Et aujourd'hui, on voit ces mouvements, ces espaces de construction se reproduire au fil des siècles. Je voudrais revenir une seconde sur la façon dont vous nous parlez de la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité, sur laquelle vous êtes manifestement très... vous la mettez en doute. Expliquez-nous pourquoi. Les femmes ne sont pas libres, elles ne sont pas égales, et la fraternité est masculine ? Alors, la liberté est relative, on le sait, d'un pays à l'autre. C'est votre deuxième question sur l'Iran et l'Afghanistan. Les régimes qui ne tolèrent pas la liberté, qui ne sont pas démocratiques, qui ne tendent pas vers la démocratie, évidemment. Donc la liberté est quand même relative. C'est chacun qui construit sa liberté. Comme par hasard, les femmes sont toujours moins libres que les hommes. Les femmes sont libres de circuler, les hommes sont libres de circuler en toute occasion, les femmes beaucoup moins. Il y a toujours des restrictions. Les hommes peuvent dépenser, faire de l'argent sans problème. Les femmes n'ont eu le droit de travailler, puis le droit, sans demander l'autorisation du mari, d'avoir un chéquier un compte en banque, oui. Et un compte en banque que très tardivement, dans les années 65, à la fin 1900. des années 60, oui, c'est ça. Oui. Donc, bon, alors, vous voyez, et sur ça la c'est de la fraternité, liberté, l'égalité. Alors, l'égalité, on comprend, sinon on ne serait pas là autour de cette émission. Voilà, donc ça, c'est on tend vers, comme la démocratie, en interne ou en externe, ou dans le pays tout entier. Quant à la fraternité, la fraternité, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que j'en reviens à ma notion d'homme universel. Du moment que lui soit fraternel, voilà, ça suffit. Élisa Bralès, ces 99 femmes, elles ont affronté une société patriarcale, de l'immobilisme, et elles ont mené des combats importants sur l'égalité femmes-hommes, sur la gouvernance, sur les droits sociaux. En quoi leur combat fait écho aujourd'hui à ce qu'on vit dans notre société, dans l'économie sociale et solidaire, mais dans la société tout entière? Est-ce qu'elles sont inspirantes encore aujourd'hui en 2025? Je l'espère. En tout cas, j'invite tout le monde à lire ces portraits pour s'en inspirer parce que, en effet, l'économie sociale et solidaire, comme la société entière, n'est pas exempte d'inégalités, de stéréotypes qui sont véhiculés de toutes parts. Mais je pense que là-dessus, l'économie sociale et solidaire a peut-être un double enjeu, à la fois dans son rôle d'accompagnement des besoins et des transitions justes, d'une transition juste, mais aussi dans son rôle d'exemplarité, peut-être de modèle de gouvernance et d'organisation, dans un contexte de crise successive où il y a encore beaucoup de fragilité, beaucoup de modèles certainement à inventer. Et du coup, ce matrimoine à travers ces femmes sont aussi le témoignage de la capacité de l'économie sociale et solidaire à être fer de lance de nombreux sujets, notamment liés aux transitions justes, que ce soit des sujets d'inclusion, des sujets de santé, de grand âge, de petite enfance, comme on le citait, etc., mais d'accès à la culture aussi. Donc elle est moteur et ça doit nous inspirer encore aujourd'hui pour être moteur de ces grandes transitions. Elle est d'ailleurs, l'économie sociale et solidaire, celle qui interpelle, celle qui défend une société plus juste, et je pense qu'on en a terriblement besoin aujourd'hui face à ce sentiment d'injustice qui monte de partout. Et notamment face à ça, je pense que c'est très important, un chantier immense que ces femmes peuvent éclairer encore aujourd'hui, c'est celui de l'éducation, j'y reviens, mais cette fois-ci à la démocratie. Il y a des parcours de femmes qui ont mis en place, qui ont fondé l'éducation populaire, même si on retient d'autres grandes figures
masculine, comme Jean Massé, mais il y a pourtant beaucoup de femmes aussi derrière ces enjeux-là. Et l'éducation à la démocratie aujourd'hui, je pense que c'est un sujet important, tant dans les modes de gouvernance de l'économie sociale et solidaire pour qu'elle inclue plus de femmes dans ces modes de gouvernance, ces instances de gouvernance, mais aussi l'éducation à la démocratie au sein de la société pour être en capacité de positionner les femmes et les hommes au bon endroit et surtout de faire en sorte qu'il y ait une vision de la société beaucoup plus ouverte qu'on veut bien nous le faire penser aujourd'hui. Et vous voyez la richesse de cet ouvrage qu'on vous recommande évidemment. Maintenant qu'on a compris toute la richesse qu'il y a à l'intérieur, on va aller voir la question qui fâche. On va aller vite. Alors avec cet ouvrage, Scarlett, vous restituez la place des femmes dans l'histoire de l'économie sociale et solidaire. Mais comment est-ce qu'on peut expliquer que ce mouvement de l'ESS, qui est plus que centenaire, qui se réclame de l'émancipation, n'a jamais documenté son propre matrimoine? C'est vous qui avez fait ce travail. Eh bien, il était temps que cette évidence ne soit plus une évidence et soit partagée par les hommes et les femmes. Donc, j'ai fait ce matrimoine. Mais personne n'y a pensé avant vous, c'est incroyable. Mais non. Alors, il faut ajouter quand même que, d'une manière générale, il y a très peu d'historiens de l'économie sociale. Il y en a toujours eu, mais très peu, trop peu, par rapport à l'ensemble des historiens sur l'histoire classique. Et c'était des hommes. Bon, alors, des historiens, il y a eu en 2006 Michel Dreyfus, qui est historien du mouvement ouvrier, qui a écrit un petit bouquin sur les femmes et la mutualité, 2006. Il en cite, mais très peu. Bon. Moi, je m'interroge. Il y a des archives. Pourquoi on ne fait pas plus de recherches par rapport à cela? Pourquoi ça n'a jamais intéressé ni les historiens, ni ceux qui ne sont pas historiens? Et vous avez une réponse à cette question? Eh bien, j'aimerais bien qu'on me donne les premières pistes. Deuxièmement, il y a une historienne, Patricia Toucastruyenne, qui a écrit un volumineux bouquin sur les coopérateurs extrêmement intéressant. 231 portraits d'hommes, 7 de femmes. Troisièmement, en 1987, il y a eu un autre historien mutualiste, Jean Bennett, qui a fait un très volumineux bouquin de biographie. Une seule femme, une femme de. Donc on ne sait pas ce qu'elle a fait, ce à quoi elle a contribué. Donc il était temps qu'on ait un matrimoine. Eh bien, merci d'avoir fait ce travail, Scarlett. Elisa, on découvre dans cet ouvrage que le matrimoine, il est immense. Et pourtant, aujourd'hui, en 2025, dans l'économie sociale et solidaire, on sait que, deux chiffres, 69% des salariés sont des femmes, mais 37% accèdent à des postes de présidence. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce décalage et comment ça se fait que cette histoire, cet héritage, on n'arrive pas à le transformer en pouvoir partagé, même dans l'économie sociale et solidaire? Alors, plusieurs choses en effet. Déjà, l'intérêt de l'économie sociale et solidaire pour le sujet de l'égalité femmes-hommes reste récent. Ça a été dit par Scarlett. C'est un sujet qui existe depuis toujours, puisque ce sont déjà des combats portés par ces femmes. Mais les pratiques évoluent extrêmement lentement et on a dépassé, il est vrai, dans les discours, le terme de tendre vers, c'est qu'on n'en est plus là, mais pour autant, on n'est pas encore à l'exemplarité dans l'implication des femmes et dans l'économie sociale et solidaire. On témoigne d'ailleurs les nombreuses tables rondes qu'il y a eu pendant le mois de l'économie sociale et solidaire, où on a pu voir donc qu'elles étaient pour certaines extrêmement masculines. Parce que derrière tout ça, la question finalement, c'est bien celle du pouvoir. C'est cette question-là qui est centrale, sur l'accès au pouvoir et le partage du pouvoir. Dans les deux rapports que nous avons mis en place au sein de la commission égalité femmes-hommes du Conseil supérieur en 2017 et 2021, que j'ai pu présider et coordonner, on fait ressortir des problématiques et des freins qui nous semblent essentiels. Première catégorie des freins sociologiques.
Là, on est plutôt sur la répartition genrée des responsabilités, l'absence de rôle modèle, l'autocensure, etc. et des freins liés à l'accès et à l'exercice du pouvoir. Le poids de la cooptation, de l'entre-soi, la centralisation du pouvoir plutôt que sa décentralisation, la non-objectivation des mandats, par exemple, exercés, etc. Et donc, ça, c'est très important de continuer à œuvrer, en tout cas à se poser des questions presque de manière réflexive pour l'économie sociale et solidaire sur ces pratiques, pour avancer sur ce sujet. Et il y a le terrible, pour terminer, moteur de l'inaction, qui est le déni, c'était évoqué aussi, c'est-à-dire que ça n'était pas un sujet, c'était un impensé, alors qu'il faut se questionner sur les modalités d'accès et d'exercice du pouvoir, et pas se dire de manière facile, de raccourci, que finalement c'est juste les femmes qui ne veulent pas venir, qui ne veulent pas s'impliquer. On a 99 exemples qui nous disent le contraire, et on aurait bien sûr bien d'autres à aller chercher encore aujourd'hui. 99 rôles modèles. Ce livre est une antidote au déni. Donc ça tombe très bien. On va aller voir tout de suite notre séquence face à face. Alors le principe, il est très simple. Je vais vous montrer 3 photos. Je vais vous poser une question pour chaque photo. Vous répondez en 60 secondes pour répondre. Et c'est parti. Première photo, c'est une femme issue de votre ouvrage. C'est Jeanne de Rouen. Voilà, Elle Jeanne est née en 1805. Elle s'est mariée en 1832. Pourquoi est-elle dans votre ouvrage? Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette femme-là? Alors, eh bien, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, elle fait partie des émancipatrices. Alors, elle aussi, elle commence comme ouvrière en lingerie fine. Elle est autodidacte. Elle sait travailler avant de lire et écrire. Elle devient institutrice et elle crée une école pour les enfants pauvres, dont les siens propres. Ensuite, sa lutte va être contre les privilèges et pour l'égalité femmes-hommes, ce qui, à l'époque, était tout à fait considérable. Hors de propos, vous voulez dire, pour la société. Ah non, mais elles étaient toutes hors de propos, ouais. Et avant-gardistes. Alors comment elle s'est battue? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle étudie le saint-simonisme, le fouriérisme, le cabétisme, donc tous ces courants dont je vous parlais tout à l'heure. Et donc, elle participe à des réunions aussi bien dans des clubs que dans des réunions organisées par des ouvriers. Et donc, elle veut et elle revendique le droit au travail pour les femmes, d'une part, d'autre part, à salaire égal, enfin à travail égal, salaire égal, donc ce qui était très, très, très innovant, très avant-gardiste pour l'époque. Et enfin, elle publie le projet d'une association qui regroupe fraternellement et solidairement toutes les associations avec Pauline Roland, ce qui lui donne un côté construction, c'est un mot que vous avez employé, construction de l'économie sociale, c'est-à-dire elle crée là ce qui aurait pu s'appeler une fédération. Et moi, ce que je trouve incroyable aussi dans son parcours, c'est que, je le disais, elle se marie en 1832, elle refuse à cette date-là de prendre le nom de son mari, ce qui commence à rentrer un peu dans les mœurs de la société française d'aujourd'hui, mais à l'époque, c'est une révolution. Elle fonde un journal féministe. Elle est aussi la première femme candidate à une élection législative. Donc voilà, les femmes entrent en politique avec elle, au niveau législatif en tous les cas. Et voilà. Et ça, oui, mais on lui donne une circonscription qui sera battue d'avance. Oui, mais elle a le courage de se présenter. Ah, mais elles ont toutes, c'est ce que je mets en avant, elles sont toutes hyper courageuses. Alors, deuxième photo, c'est une femme de votre entourage, Scarlett, c'est Laurence Ruffin. Ah, Laurence. Alors, elle a 47 ans, elle a fait l'ESSEC, elle est militante coopérative puisqu'elle est PDG de la SCOP Alma, qui travaille dans l'informatique. Et il se trouve qu'elle est justement candidate, vous allez nous dire où et quand ? À Grenoble pour les prochaines municipales. Voilà. Et alors... je souhaite qu'elle gagne. Il y a 7 candidats, une femme.
Et donc, elle est candidate pour la succession d'Éric Piolle, maire de Grenoble, écologiste. Et ça dit beaucoup, en réalité, de la place des femmes en politique aujourd'hui, mais aussi de la place des femmes de l'ESS en politique. Et d'ailleurs, avant les élections municipales, on va faire une série d'interviews sur Mediatico dans cette émission-là, avec les candidats et candidates de l'ESS pour les élections municipales. Parce que ça dit un regard quand même sur la société. Pourquoi vous appréciez autant Laurence Ruffin ? Parce que cette photo-là, je sais pas, on la voit plus. Je ne sais pas si c'est dans votre salon ou dans le sien, mais vous êtes en train de discuter, vous lui présentez votre ouvrage. Alors, et elle est dans votre ouvrage. Oui, alors je vous explique. J'étais invitée à Grenoble pour faire une conférence sur le bouquin. Et elle, évidemment, candidate aux élections, elle n'avait pas le droit à la parole. Donc, on a fait une petite émission autour du bouquin. Voilà. Et puis, comme c'est une des femmes qui a été interviewée, comme vous voyez, ce n'est pas un hasard. Par contre, si elle est la dernière photo, parce que justement, c'est le futur. C'est le futur. Et ben voilà qui est magnifique. Alors, troisième photo, c'est une femme inspirante et je vais poser la question à Elisa Braley parce que cette femme, c'est vous, Scarlett Wilson-Courvoisier. Encore ? Et vous êtes... Oui, mais j'ai trouvé ça intéressant de nous le montrer entre nous parce que c'est un dessin, presque un dessin de presse finalement. Et je voudrais que vous nous racontiez un petit peu dans quel cadre ce dessin a été fait, parce que c'est une collection de dessins. C'est pour ça qu'il y a les autres qui sont derrière en transparence. Et racontez-nous, Elisa, en fait, c'est quoi ce projet ? Alors ce projet fait partie à l'origine du matrimoine de l'économie sociale et solidaire, mais concernait plus la période donc post-1999, à savoir des femmes des années 2000 à aujourd'hui impliquées dans l'économie sociale et solidaire, parce qu'il y en a encore certaines qui sont largement impliquées, comme on vient de l'évoquer, et de pouvoir mettre en place, plutôt qu'un ouvrage, des portraits numériques qui soient facilement transférables pour inspirer aujourd'hui, en tout cas, des femmes. Et donc il y a une douzaine de portraits, dont celui de Scarlett, qui doit évidemment nous inspirer dans son parcours au sein de l'économie sociale et solidaire, mais aussi dans sa capacité à dépasser ce parcours pour venir militer, inspirer, s'engager dans l'économie sociale et solidaire sur différents volets. Et donc, elle a fait partie de ces différents portraits et ça a été entièrement mis en place par ESS France, notamment dans l'édition et la publication, puisque vous avez des grandes affiches qui vont avec et qui sont transférées d'événement en événement de l'économie sociale et solidaire pour les mettre en avant. Et vous avez aussi de manière complémentaire un jeu de cartes qui a été conçu avec l'ESPER pour un côté plus pédagogique, éducatif, qui permet de revenir un peu sur les idées reçues. C'est l'économie sociale partenaire de la République. Hein, tout à fait, pardon, de pouvoir donc revenir sur ces portraits, les idées reçues, en illustrant des réponses aux idées reçues sur l'égalité femmes-hommes avec ces portraits. Donc, alors, oui, Scarlett. Qu'est-ce que vous lui diriez à Scarlett ? Il faudrait peut-être penser à te reposer, mais en même temps, dans ma tête, j'ai plein de projets qui continueraient, le tome 3, tome 4, etc., et d'autres idées. Mais bon, Elisa a l'habitude de mon activisme, voilà. Qu'est-ce que vous voulez ajouter là-dessus ? Je voulais ajouter que nous avions fait, avec la jeune stagiaire américaine qui devait faire ses portraits numérisés, on a fait un travail justement une liste de questions à poser aux femmes interviewées. Et c'était maintenant, et une exposition qu'on a présentée en 2022 au JEA, qui a eu un succès. Les Journées de l'économie autrement à Dijon, oui. Ah, on a fait un tabac formidable. Et elle circule, cette exposition. Donc, on a des outils, enfin, ESS France a des outils maintenant, et elle doit les utiliser en plaidoyer, en outils critiques, etc. etc. Donc ces portraits dessinés, ils sont disponibles sur le site de ESS France. Si vous voulez faire une exposition dans votre région, votre département, voilà, vous contactez ESS France et vous regardez si vous arrivez à travailler avec eux. On va passer maintenant à la dernière séquence de l'émission, le monde de demain. Scarlett, dans votre ouvrage, en fait, vous montrez que ces pionnières de l'ESS, elles ont créé des écoles, des métiers, des institutions. Et si on transpose cet esprit bâtisseur
en 2025. Quels seraient selon vous les chantiers prioritaires à ouvrir aujourd'hui pour continuer ce que ce matrimoine de l'ESS a déjà commencé à mettre en place? Alors, je ne veux pas jouer les Cassandres, mais les réalistes et les lucides. Que ce soit il y a 200 ans ou aujourd'hui, on voit que les mêmes causes développent les mêmes conséquences. C'est-à-dire l'accroissement des inégalités dans les domaines de la précarité, dans les domaines de l'éducation, dans les domaines de la santé, dans les domaines du logement insalubre, dans le domaine de l'alimentation, etc., etc. Donc, c'est ce qu'on a appelé à un moment l'économie de la réparation, mis en avant assez souvent par l'insertion, par l'activité économique, mis en avant par l'économie sociale. Donc, pour moi, cette injustice foncière permanente faite à notre société tout entière et aux plus faibles et aux plus fragiles en particulier. Il n'y a qu'à lire les bouquins de Victor Castanet sur les crèches et sur les EHPAD, on sait de quoi on parle. C'est toujours le fric, toujours plus, toujours plus. Bon, donc moi je dis, il faut que l'économie sociale maintenant s'affirme comme un modèle socio-économique un petit peu plus humaine, comme elle le dit dans ses discours, et également, tu l'as cité, l'éducation populaire. Parce qu'on voit qu'en termes de responsabilité individuelle comme collective, là, on a perdu énormément de terrain. Et la société devient infernale. Et ils sont tous en grave difficulté budgétaire en ce moment. En plus. Tous ces secteurs-là. En plus. Ah mais ça, les corps intermédiaires, nos dirigeants ne les aiment pas. Élisa Bralet, finalement, qu'est-ce que l'économie sociale et solidaire d'aujourd'hui ferait différemment si elle regardait son matrimoine en face ? Alors peut-être que ce qu'elle pourrait faire différemment, pour reprendre les termes qu'il y avait dans l'atlas commenté de l'ESS, porté par ESS France, c'est d'abord percuter l'illusion d'égalité. C'est-à-dire, en effet, de nombreuses femmes dans les forces vives de l'économie sociale et solidaire, mais peu dans les têtes pensantes et dirigeantes. Et donc, du coup, d'être exemplaire dans ses pratiques et pas seulement dans ses discours, en s'attaquant aux freins qu'on citait, sociologiques, aux freins sur l'accès au pouvoir. Elle pourrait aussi déjà intégrer plus de femmes du coup dans les tables rondes, dans les instances dirigeantes, puisque je pense qu'elle a la responsabilité de pouvoir les inclure dans les réflexions, dans les idées, dans les espaces de débat et d'action, et à s'assurer qu'elles n'y sont pas absentes et qu'elles ont les bonnes conditions pour s'y impliquer et s'y engager, parce que je pense que, comme je le dis depuis de nombreuses années, on a tous à y gagner. Généralement, le principe d'égalité est profitable autant qu'aux femmes qu'aux hommes. Mais ce n'est pas qu'un enjeu pour moi de mise en conformité, notamment avec des lois aussi qui existent évidemment sur la place des femmes dans ces instances dirigeantes, que ce soit d'ailleurs pour le domaine plus politique ou que ce soit pour le domaine après plus de l'entreprise. Donc ce n'est pas qu'un enjeu de mise en conformité, mais c'est aussi avant tout un enjeu de démocratie, on l'a dit, d'émancipation, et aussi d'attractivité. Et ça, je pense que c'est à ne pas négliger pour l'économie sociale et solidaire, parce qu'aujourd'hui, c'est un critère de différenciation aussi, d'avoir des structures plus inclusives, plus attentives à l'ensemble des parcours, tant professionnels que des parcours d'élus, des mandats, et que c'est aussi une capacité pour l'économie sociale et solidaire à montrer que elle est capable de porter des modèles démocratiques et économiques durables, et l'ensemble de ces portraits témoignent que les initiatives sont là et qu'il faut plutôt les accompagner, en tout cas dans la durée. Merci beaucoup, Élisa Bralet. Merci beaucoup, Scarlett Wilson-Courvoisier. Je représente... Oui, un dernier mot, Scarlett. Un dernier mot, très court. Quand je suis allée à Bordeaux, au GESF, là. Le Forum mondial de GIA, l'économie sociale et solidaire. Par rapport à ma période, le nombre de femmes jeunes, dynamiques, sympathiques est énorme. Donc je dis à l'économie sociale, c'est le moment. C'est le moment. Il y a de plus en plus de femmes, donc ils ne pourront pas
continuer sur le chemin qu'ils avaient emprunté. Il faut qu'ils intègrent. Eh bien, voilà un message d'espoir pour l'avenir. Merci à toutes les deux d'être venues sur le plateau de Mediatico. Donc, je vous représente une dernière fois cet ouvrage, Le Matrimoine, ce que ces pionnières de l'économie sociale et solidaire nous ont transmis depuis 1830. Ça fait presque 200 ans. Rendez-vous compte. Merci à vous. J'espère que vous avez apprécié cette émission. Si c'est le cas, vous le dites sur les réseaux sociaux, vous nous mettez des petits signes, vous nous envoyez des messages, vous vous abonnez à Mediatico. Évidemment, ça nous sera un soutien précieux et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission.